Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation cétogène et du ramadan. Donc le ramadan vient de commencer aujourd'hui et j'ai fait un live sur Instagram il y a quelques jours. Je vous avais demandé justement quel sujet vous souhaitiez aborder et c'est ce qui est revenu le plus souvent, le ramadan. Donc j'ai fait ce live. Malheureusement, je n'ai pas laissé de replay. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient comment je peux revoir le live. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo YouTube dans laquelle on va reprendre un petit peu l'intégralité de ce qui s'est dit dans ce live. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le guide complet sur l'alimentation cétogène. Il est gratuit, il est simple et facile à lire et ça va vous permettre de savoir ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger, en quelle proportion, les fruits à privilégier, les légumes à privilégier. Tout ça, vous avez le lien dans la description. Alors vous dites peut-être, oui, mais moi Marwan, je ne fais pas le ramadan, je ne suis pas concerné par ce que tu dis. Alors, ce dont on va parler ici dans cette vidéo s'adresse pas uniquement à ceux qui observent le jeûne du ramadan, mais à ceux qui observent du jeûne intermittent, à ceux même au-delà qui suivent une alimentation cétogène parce que l'acéto et le jeûne sont liés. Et j'ai envie de dire même à toute personne qui ne fait ni céto, ni jeûne intermittent, tout simplement parce que le jeûne, que ce soit ramadan ou une autre forme de jeûne, comporte des bienfaits qui peuvent profiter à tout le monde. Alors très rapidement, pourquoi il existe un lien entre l'acéto et le jeûne? Et j'ai envie de dire même entre l'acéto et le ramadan, parce que le ramadan n'est ni plus ni moins qu'une forme de jeûne intermittent. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, nos ancêtres, sans remonter à l'âge de pierre, on va remonter ne serait-ce qu'à l'Antiquité, il y a quelques milliers d'années, les hommes jeûnaient pour plusieurs raisons, pour les bienfaits qu'on connaît du jeûne, mais aussi pour lutter contre les crises d'épilepsie. Parce qu'on avait remarqué que lorsque les gens qui étaient atteints d'épilepsie, lorsqu'ils arrêtaient de manger, eh bien les crises disparaissaient ou diminuaient de façon importante. Le problème, c'est que lorsqu'ils reprenaient leur alimentation, eh bien les crises d'épilepsie revenaient. Et c'est au début du XXe siècle qu'il y a un chercheur qui a remarqué que lorsqu'on diminuait la consommation de glucides de façon très importante, eh bien, les crises d'épilepsie s'atténuaient, voire disparaissaient. Donc c'est comme ça qu'est née l'alimentation cétogène, c'est pour imiter les effets du jeûne sur les personnes atteintes d'épilepsie. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que la diète cétogène, c'est un peu une conséquence du jeûne intermittent ou un enfant du jeûne intermittent. Donc le jeûne, lui, va favoriser la création de cétones et vous faire rentrer en cétose. C'est exactement ce qu'on recherche dans l'alimentation cétogène, c'est de produire davantage de cétones. Donc le jeûne a la caractéristique de produire des cétones et donc de favoriser le passage en cétose, en état de cétose. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Les 12 à 26 premières heures, votre corps, après le début de votre jeûne, votre corps va utiliser le glucose. Le glucose qui est dans la circulation sanguine, le glucose qui est stocké dans les muscles, qui est stocké dans le foie. Au-delà de ces 26 heures, votre corps va commencer à utiliser le gras qui est dans les tissus adipeux, c'est-à-dire dans le ventre, dans les bras, un peu partout, là où vous avez stocké du gras. Il va transformer ce qu'on appelle du glycérol en glucose. Donc on est toujours sur la production de glucose. Mais à partir d'un certain moment, du 3e, 4e, 5e jour, eh bien, votre corps, par le biais du foie, va commencer à produire des cétones en quantité plus importante. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, ça s'adresse à toute personne qui voudrait faire un jeûne sous une autre forme. Alors, les effets du jeûne, ils sont nombreux. Le principal effet du jeûne, c'est tout simplement le fait de laisser votre corps au repos et vous allez laisser le temps à vos cellules de se régénérer. C'est ce qu'on appelle l'autophagie et la mitophagie. C'est tout simplement, vos cellules, elles vont faire une sorte de ménage de printemps parce que vous les sollicitez moins que d'habitude. Moi, j'aime bien imaginer de la sorte. Donc, on va parler des cellules du système digestif qui est celui qui sera le moins sollicité. Imaginez tout simplement que vos cellules de l'estomac, dans les intestins, même du pancréas, ce genre de choses que vous allez mettre au repos, imaginez que chacune de ces cellules soit un petit ouvrier avec sa petite pioche et à chaque fois que vous consommez un repas, eh bien, ces petits ouvriers se mettent au travail pour détériorer ces aliments, les faire circuler dans le sang et fournir de l'énergie à votre corps. Eh bien, pendant le jeûne, vos cellules, ces petits ouvriers, eh bien, vont se mettre au repos. Comme elles se mettent au repos pendant la nuit, pendant que vous dormez, une fois qu'elles ont fini leur travail, eh bien, elles vont se poser contre le mur et faire une petite sieste. Sauf que là, la sieste, on va la prolonger. Et au lieu de continuer à dormir, eh bien,
vos cellules, ces petits ouvriers, vont tout simplement se lever et puis de se dire, bon, il n'y a rien qui arrive, on n'a pas de boulot, donc on va en profiter pour faire un petit ménage. Et donc, elles vont prendre le balai, tout ça, et cleaner un petit peu tout ce qui traîne, un peu comme si on faisait une sorte de grand ménage de printemps dans une maison. Donc, toutes les cellules faibles, toutes les mitochondries, ce qu'on appelle la mitophagie défectueuse, tout ça, ça va être nettoyé, on va se débarrasser de tout ça. Et c'est vraiment l'objectif de détox, de régénération de ces cellules qui va se passer pendant un jeûne. Donc voilà, le jeûne permet de régénérer les cellules du système digestif, de la flore intestinale, de la peau, de tous les organes. Ça va permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Voilà, si vos artères se bouchent au fil des mois, au fil des années, eh bien le jeûne va permettre à vos artères, à vos vaisseaux de se désengraisser entre guillemets. Ça va permettre de prévenir le diabète. Voilà, votre pancréas qui est sollicité de façon intense, notamment si vous mangez beaucoup de glucides, eh bien on va le mettre au repos également. Ça va laisser autant également aux cellules d'augmenter leur sensibilité à l'insuline. Ça permet également de perdre du poids, bien évidemment, si c'est bien fait. Voilà, tous les bienfaits que peut avoir le jeûne. Et au-delà, bien évidemment, on a tous les bienfaits qui sont liés, j'ai envie de dire, au psychique, cognitif, spirituel. Voilà. Généralement, lorsqu'on jeûne, moi j'ai fait un jeûne de 5 jours l'été dernier, où clairement, lorsqu'on jeûne, que ce soit pendant le ramadan ou pendant un jeûne intermittent, vous verrez qu'on a tendance à se concentrer sur l'essentiel. On va se débarrasser un peu des tâches superflues, des choses qui vous prennent de l'énergie et dont on n'a pas réellement besoin. Donc voilà, il y a plein de bienfaits sur le jeûne, mais là, ça mériterait une vidéo tout entière. Alors, le ramadan, qu'est-ce que c'est? Le ramadan, c'est tout simplement un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est se dire, je ne mange pas d'une certaine heure à une autre, donc sur un certain nombre d'heures. Généralement, on parle de jeûne, le 16-8, c'est le plus répandu, c'est-à-dire que je ne mange pas pendant 16 heures, puis pendant une fenêtre de 8 heures, je vais consommer mes 2-3 repas, ou même un seul. Par exemple, je prends mon premier repas à midi, j'ouvre une fenêtre de 8 heures, donc jusqu'à 20 heures, donc à 19h30, à 20h, j'ai fini de manger, et ensuite j'attaque mon jeûne de 20h jusqu'à midi le lendemain, ce qui nous fait 16 heures. Ce qui caractérise le ramadan, c'est que c'est un jeûne sec, donc pas d'alimentation et pas de boisson. Et ce qui le caractérise également, c'est que c'est un jeûne qui va se faire en journée. Donc pas d'alimentation et de boisson du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. J'ai regardé les horaires pour cette année. Généralement, tout dépend d'où vous vous situez en France, voire dans le monde. Mais en France, en tout cas, on est sur à peu près 16 heures de jeûne. C'est-à-dire que le dernier repas du matin devrait se faire, ou le premier repas de la journée devrait se faire aux alentours de 5h, 5h20. Et le dernier repas de la journée devrait se faire aux alentours de 21h, 21h15, tout en sachant que là, on avance vers l'été, donc les journées se rallongent et donc la durée de jeûne va se rallonger. Mais on reste voilà, sur un jeûne 16-8, pas d'alimentation, pas de boisson et jeûne en journée. Donc, quelle est la problématique, entre guillemets, entre le ramadan et l'alimentation cétogène? Je vais parler de ma propre expérience, de ce que je connais, de ce que j'ai observé, de la cuisine orientale nord-africaine, mais aussi Moyen-Orient où j'ai passé les 4 dernières années. Ce qu'on observe, et je pense que beaucoup d'entre vous qui font le ramadan se reconnaîtront peut-être dans mes propos, c'est qu'au moment de l'iftar, donc la rupture du jeûne, le repas de fin de journée, on a des tables qui sont souvent très garnies. Alors le problème, c'est pas qu'elles soient forcément très garnies, parce que c'est un moment de partage et ça se comprend. Ça peut être très garni et ça ne veut pas dire qu'on va manger beaucoup, mais souvent elles sont très garnies et elles sont garnies de produits qui sont pas très sains. Des produits très sucrés comme des pâtisseries, des gâteaux, du pain. On va retrouver des produits très gras, donc des pains orientaux qui ont été cuits ou des galettes qui ont été cuites dans des huiles. On va avoir des soupes, mais aussi très, très riches en glucides avec de la farine par exemple. On va avoir certains produits un peu plus sains comme des fruits, bien qu'on voit souvent des jus de fruits transformés. On va avoir aussi quelques protéines, des œufs, des fruits comme les dattes, même si d'ailleurs je fais une aparté sur les dattes. Vous savez, par tradition, pour faire la rupture de jeûne, on consomme des dattes et du lait. Bien évidemment, je ne vous dirai jamais de ne pas consommer des dattes et du lait parce que c'est pas céto-compatible. Il n'appartient qu'à vous seul de savoir ce qui est bon pour vous et c'est pas parce que pendant un mois on consomme des dattes et du lait que tous vos efforts sont ruinés. Donc voilà, que le sujet soit bien clair.
Les dates, c'est une tradition de faire la rupture avec. Si vous estimez que c'est important pour vous de faire la rupture avec les dates, eh bien faites-le. Il n'y a aucune question à se poser par rapport à ça. Et sinon, après, vous êtes libre d'en consommer ou pas. Voilà, parenthèse fermée. Donc, on a tous ces types de produits gras, sucrés, transformés. Et souvent, ce sont des calories vides, très peu nutritifs. Donc voilà comment ça compose un petit peu la tablée. Et ensuite, on va manger dans un environnement aussi qui n'est pas approprié. C'est-à-dire qu'on va manger, donc on est en famille, donc c'est pas vraiment le problème. Mais si en plus de ça, vous rajoutez une télé, du brouhaha, du bruit, eh bien, on a des éléments perturbateurs. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça nous fait manger plus que ce qu'on devrait. Hein. On devrait normalement consommer 2 tiers, remplir aux 2 tiers notre estomac, et bien là on va consommer non pas à 100%, mais même parfois à 110%. Et on a le petit bouton de la chemise qui est à 2 doigts de partir sur Mars. Donc on mange trop, on mange pas les bons produits, on mange vite aussi, on a tendance à se jeter sur la nourriture et en 20 minutes, parfois, on a plié boutique et voilà, on repart complètement goinfré. Donc voilà le genre je pose un peu le décor, c'est un peu un petit scénario catastrophique, mais c'est ce qui se passe un petit peu en réalité. On mange vite, on mange mal et on mange perturbé. Le problème, c'est que chez certains, on se retrouve après un mois de ramadan, un mois de jeûne, avoir fait plus, je dirais, de mal, entre guillemets, que de bien à son corps, où on ne l'a pas forcément traité de la meilleure des façons. Et il y a donc un constat qui est assez décevant, c'est qu'on va se retrouver chez certaines personnes, après un mois de jeûne, avec une prise de poids, une prise de gras. Alors, avant de voir quoi manger, on va déjà revenir sur le comment manger, parce que ça me paraît tout aussi important. Je vous disais que l'environnement, généralement, il n'était pas approprié, c'est pour ça que vous devez créer cet environnement. Donc, pas de télé, pas de musique, pas trop de bavardage. En fait, il ne faut pas créer trop de perturbateurs pour faire ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Il ne s'agit pas, quand je dis pas de bavardage, de ne pas échanger, c'est avant tout un moment de partage. Mais c'est vrai que dans les premières minutes surtout, il est important de se concentrer sur ce que vous mangez, de bien mastiquer, de manger lentement, de laisser un peu de temps même entre les bouchées, pour la seule et unique raison de ne pas traumatiser votre système digestif. C'est-à-dire qu'on jeûne justement pour mettre au repos son système digestif. Donc c'est pas pour, au moment du jeûne, venir le traumatiser avec une montagne de nourriture qui lui tombe sur le coin de la tête. C'est un peu comme si vous étiez en train de dormir et que à 3 h du matin, j'arrive avec une enceinte à 10 cm de votre oreille et que d'un coup, je vous mets du métal. Voilà, je pense que vous senteriez agressé. Même chose si je venais vous arroser avec un seau d'eau glacée en plein visage. Donc, c'est la même chose avec l'alimentation. Votre système digestif, il est au repos, il est concentré sur d'autres tâches. Donc, voilà, mangez lentement, laissez-lui le temps de se remettre en route pour digérer les premiers aliments que vous allez lui donner. Moi, ce que je vous conseille pour la rupture, c'est de séquencer votre rupture en plusieurs petits repas. Pour la rupture, ça peut être des dates, mais ça peut être quelque chose de très léger, très digeste, comme tout simplement de l'eau, une soupe, un jus de légumes ou tout simplement un bouillon. Et un peu plus tard, ne serait-ce que 15 minutes après, un petit repas comme une salade composée, donc qui sera toujours léger, digeste, et peut-être un autre petit repas un peu plus tard dans la soirée, et ensuite de quoi snacker comme des noix ou tout simplement un petit morceau de chocolat noir. Alors quoi manger pendant le ramadan ? Je ne vais pas vous faire une liste de menus, d'idées, de repas parce que ça n'aurait pas vraiment de sens et ça nous prendrait énormément de temps. C'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram où là je vous partagerai des idées de mes iftars pendant le ramadan. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est intégrer la dimension hypotoxique en alimentation cétogène. Cette dimension hypotoxique, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est d'éliminer les produits laitiers. Alors, je sais qu'en céto, on mange du beurre, bien évidemment, de la crème fraîche, du fromage, par exemple, et que ça peut être compliqué de s'en séparer. C'est tout à fait possible. Et moi, je vous conseillerais en tout cas de ne consommer qu'un produit laitier par jour. C'est-à-dire que si vous choisissez le beurre pour ajouter du gras à votre plat, essayez de varier les autres sources. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de la coco, ça peut être autre chose, mais limitez-vous à grand maximum
un produit laitier par jour. Le deuxième pilier, c'est l'exclusion des produits à base de céréales. Et ça ne nous concerne pas parce qu'en céto, on ne consomme pas de céréales. Et enfin, le troisième, ça concerne la cuisson de vos aliments, notamment des légumes. Parce que vous le savez, la cuisson peut altérer les propriétés d'un aliment. Si par exemple des légumes vous les faites bouillir, eh bien il faut savoir qu'une bonne partie des propriétés nutritives de ce légume eh bien, vont se diffuser et vont s'échapper du légume pour finir dans l'eau. Donc il est préférable de faire cuire vos légumes à la vapeur par exemple. C'est pour ça que même, allez, admettons que vous n'avez pas de quoi faire cuire vos légumes à la vapeur, quand bien même vous les faites bouillir, et bien récupérez justement l'eau, ce bouillon qui pourra vous servir pour faire votre rupture du jeûne et assimiler une riche quantité de nutriments. Donc pour résumer, une alimentation hypotoxique, c'est une alimentation qui va être le moins transformée possible, qui va contenir le moins de calories vides, qui va être la moins inflammatoire possible, la plus anti-inflammatoire possible et qui va le plus protéger votre microbiote, votre muqueuse intestinale et qui sera la moins acidifiante possible. Donc il faut que cette alimentation elle soit riche en fibres et riche en ce qu'on appelle également des polyphénols. Alors si je devais vous donner un conseil, ça serait de manger bio. Je ne vais pas me poser en donneur de leçons et vous dire de manger bio parce que on le sait tous, vous savez que manger bio, c'est mieux que de ne pas manger bio, mais tout simplement parce que les aliments bio contiennent justement ce qu'on appelle des polyphénols. Ce sont des antioxydants très puissants que l'on va retrouver dans les aliments bio, qu'on ne retrouvera pas dans les mêmes quantités dans les aliments traités avec des pesticides. Si on prend l'exemple d'une fraise qui serait élevée bio contient plus de polyphénol que celle qui est traitée aux pesticides, et la fraise qui serait naturelle, sauvage, qui se sera développée dans les bois, contiendra elle encore plus de polyphénol que la fraise bio, tout simplement parce que celle qui a poussé dans les bois, eh bien, elle s'est développée dans un environnement hostile avec des bactéries et pour se défendre, elle a développé ses polyphénols. Et donc, si vous consommez bio, vous aurez une quantité de polyphénol plus importante que si vous consommez des produits qui, d'une, seront composés et atteints par des pesticides, donc quelque chose de négatif, mais contiendront moins de propriétés positives comme peuvent l'être les polyphénols. Donc manger bio, je sais que c'est un budget et encore sur certains produits on note pas une grosse différence, mais pendant le ramadan généralement on a une baisse du budget alimentation. Normalement on mange moins et donc on pourrait compenser cette baisse en achetant, en investissant entre guillemets sur des fruits, sur des légumes, sur des œufs labellisés ou sur de la viande biologique. Donc vous l'avez compris, votre assiette en céto pendant le ramadan ou même en dehors du ramadan, elle doit se composer avant tout de légumes. En termes de volume, je ne parle pas en termes de calories, mais si on devait jeter un coup d'œil à votre assiette, j'ai envie de dire au moins la moitié, si ce n'est les 3/4 de votre assiette, doit être des légumes. Pour ce qui est du repas du matin avant le lever du jour, pour être tout à fait transparent avec vous, moi je ne le prends pas tout le temps, pas en semaine, tout simplement parce que j'ai des difficultés ensuite pour me rendormir. Donc si je me lève à 4 h du matin, c'est plus compliqué ensuite de retrouver le sommeil et donc ça impacte le reste de ma journée, même si je vous invite, si vous y arrivez en tout cas, à vous lever et à prendre ce repas que l'on prend généralement par tradition ou par faim pour certains, mais moi j'arrive à tenir avec un seul repas, celui du soir. Sinon, ça serait de consommer quelque chose là aussi de léger, digeste, qui va vous apporter beaucoup de nutriments. En fait, c'est vraiment ça l'objectif de la vidéo, c'est de vous dire avant de voir uniquement les macros, même s'il est important de respecter les macros, il ne faut pas manger des lipides pour manger des lipides, il ne faut pas manger 20 grammes de glucides pour manger 20 grammes de glucides, il faut avant tout manger des aliments qui soient nutritifs, donc manger quelque chose de nutritif même le matin. Ça peut être une omelette accompagnée de quelques légumes, ça peut être un porridge de coco que vous pouvez faire très facilement avec quelques fruits, quelques baies, quelques fraises, quelques framboises. Ça peut être tout simplement, ensuite, si vous n'avez pas le temps ou la flemme de cuisiner, ça peut être un thé ou même un café gras. Donc, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre pendant ce mois de Ramadan? Au-delà de tout ce dont on vient de parler, de l'importance des légumes et des nutriments en céto et pendant le Ramadan, ce qui me paraît également important, c'est de ne pas boire suffisamment d'eau. Vous le savez, avec la céto et le jeûne,
vous perdez du poids dans les premiers jours, tout simplement parce que votre corps relâche une quantité d'eau due au manque de minéraux, de magnésium, de sodium et de potassium. Et c'est ce manque en minéraux qui va entraîner des effets comme les maux de tête par exemple. Donc buvez de l'eau, salez vos plats également pour éviter les petits désagréments qui pourraient faire capoter ou bien votre céto pendant le ramadan ou bien votre jeûne intermittent si vous commencez. Une autre erreur aussi importante, c'est de vouloir forcer ses macros, forcer ses calories. Alors je soulignerai l'importance de toujours calculer ses macros pour être dans un cadre, mais de ne pas forcer les macros dans le sens où il ne faut pas manger trop de lipides si vous avez du mal à consommer ces lipides. De la même manière, n'essayez pas de respecter votre total calorique si vous n'en ressentez pas le besoin. Moi, par exemple, je sais que je suis à 2800 calories par jour et je sais que pendant le mois du Ramadan, je ne consommerai pas 2800 calories parce que je ne pourrai pas consommer toutes ces calories en un si petit laps de temps et tout simplement aussi parce que mon activité à côté va diminuer, le sport par exemple. Donc ne forcez pas votre consommation de lipides particulièrement et ne forcez pas votre consommation calorique également. Une autre erreur serait de ne pas faire d'activité physique, de ne pas faire de sport pendant le mois du Ramadan. Alors, sous prétexte que l'on jeûne, certains s'interdisent entre guillemets de faire du sport et se disent bon ben voilà, je ne mange pas, donc je me mets en mode économie complète, totale et je reste sur mon canapé devant la télé. Ça, c'est une erreur que l'on voit très souvent. Pourquoi? Parce que autant l'objectif du sport pendant le Ramadan, ça n'est pas d'être performant ou de prendre de la masse pour ceux qui veulent prendre du muscle, parce que c'est pas le moment, vous avez 11 autres mois dans l'année pour le faire. L'objectif, c'est plutôt de limiter la perte des gains que vous avez fait auparavant, de limiter la perte de vos performances, et donc vous continuez à faire du sport dans cet état d'esprit-là. Vous continuez à faire du sport également pour tout simplement vous entretenir et continuer à faire bouger et à dynamiser un petit peu votre corps et votre organisme et vos cellules. Donc le sport, il est bénéfique. Maintenant, il faut tout simplement adapter le sport au Ramadan. Comment? En faisant des activités modérées à votre rythme. À quel moment les faire? Moi, je vous conseillerais de les faire ou bien avant la rupture du jeûne. Moi, c'est ce que je fais. Donc, une activité très simple, un footing ou même une marche avant de manger, ou le faire après votre repas du jeûne, que ce soit 45 minutes, 1 heure, tout dépend de ce que vous allez consommer. Laissez-vous juste le temps de digérer un minimum votre repas. Et voilà, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez commencer par une petite activité modérée, que ce soit un footing, que ce soit une marche, que ce soit des petits exercices très simples, des squats, des pompes que vous pouvez faire à la maison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a certainement beaucoup de points que je n'ai pas pu aborder et je m'en excuse par avance. J'espère que voilà, ces informations vont vous aider à aborder le Ramadan et la céto d'une meilleure façon. En tout cas, pour ceux qui font le Ramadan, je vous souhaite un très bon Ramadan. Pour ceux qui font du jeûne intermittent, je vous souhaite un très bon jeûne intermittent. Pour ceux qui ne font ni l'un ni l'autre, je vous invite à commencer ou bien un jeûne intermittent ou bien l'alimentation cétogène. Pour ça, vous avez le guide pour vous aider dans la description. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.